C'était le 5 octobre 1939, à Soulac-sur-Mer, un village de pêcheurs blotti entre les étangs salés et les vignes du Languedoc-Roussillon, à quelques kilomètres de Narbonne. La France est en guerre depuis un mois. Les sirènes hurlent dans le lointain. Les hommes partent. Les femmes prient. Dans une maison de pierre au volet bleu, au milieu des odeurs de tomates confites et de sel marin, naît Maïtna Marie-Brigitte Doumnac. Son père, Jean Doumnac, est un industriel de 35 ans, patron d'une petite conserverie familiale. Sa mère, Marie-Louise Saint-Guilly, 32 ans, descendante d'une lignée aristocratique déchue, a les cheveux noirs, les yeux verts, et une voix de contralto qui fait trembler les vers. Maïtna, prénom basque choisi par sa grand-mère maternelle, signifiant « bien-aimée », est leur deuxième enfant après Anne, née en 1937. Dès la maternité, l'infirmière s'exclame « Mon Dieu, quels yeux !» Deux billes d'or liquide, immenses, presque irréelles, qui semblent déjà tout comprendre. La guerre s'installe. Jean est mobilisé comme officier de réserve. En juin 1940, il est fait prisonnier à Dunkerque. Marie-Louise, seule avec deux bébés, fuit vers Cahors, dans le Lot, chez les grands-parents paternels. Là, dans une ferme isolée au milieu des Causses, Maïtna grandit pieds nus dans la terre rouge, entourée de chèvres, de figuiers et des champs occitans de sa grand-mère. À 3 ans, elle perd l'ouïe de l'oreille gauche après une otite mal soignée, pas d'antibiotiques en temps de guerre. À 5 ans, dans la grange, un voisin de la ferme, un homme de 50 ans, la viole. Elle ne dit rien. Sa mère, qui l'apprend des années plus tard, pleure en silence. On n'en parle jamais. Maïtna se referme. Elle apprend à lire dans les regards, à deviner les mensonges, à fuir dans les livres volés dans la bibliothèque du grand-père, Les Misérables, Madame Bovary, Les Fleurs du Mal. À 7 ans, elle découvre la radio cachée sous l'armoire, Édith Piaf chantant « La vie en rose ». Elle reste figée. Elle chante avec elle, dans le noir, sa voix claire et grave à la fois, déjà cassée par la vie. « Je chantais pour ne pas hurler », confiera-t-elle en 1994 à Paris Match, dans la seule interview où elle évoquera cet épisode. La guerre finit en 1945. Jean revient du Stalag, amaigri, les yeux vides. Il ne parle plus. La famille s'installe à Valenciennes, dans le Nord, où il reprend une usine de textile. Maïtna, désormais appelée Marie par commodité scolaire, entre au lycée Notre-Dame. Elle est belle, étrange, distante. Les garçons la craignent, elle les fixe trop longtemps. Les filles la jalousent, elle lit Rimbaud dans la cour. À 15 ans, elle gagne un concours de beauté locale, Miss Valenciennes 1955. Le prix. Un voyage à Paris, un contrat avec une agence de mannequins, et 500 francs. Elle part seule, en train, avec une valise en carton. Elle ne reviendra jamais vraiment. Paris, 1956. Marie a 17 ans. Elle s'installe chez une tante à Saint-Germain-des-Prés, dort sur un canapé-lit, pose pour Karine Model. Son visage, pommette slave, bouche charnue, yeux d'or fascine. On la compare à une madone byzantine, à une fée venue d'ailleurs. Elle fait la couverture de Elle en robe Dior, de Jour de France en tailleur Chanel. Elle gagne 300 francs par jour, une fortune. Mais elle veut chanter. Elle prend des cours de chant lyrique avec une ancienne soprano de l'opéra, des cours de théâtre avec Tania Balachova. Elle rencontre René Rousseau, un jeune réalisateur arménien de 28 ans, beau comme un prince ottoman, qui tourne des courts-métrages expérimentaux. Il tombe fou amoureux. Il se marie en 1959, à la mairie du 6e. Elle devient Marie de Laforêt en hommage à sa mère, Saint-Guilly de Laforêt. Le mariage est passionné, violent, destructeur. 2 enfants naissent, Lisa en 1958, David en 1960. Mais René boit, frappe, jalouse. Marie fuit avec ses bébés, se réfugie chez sa sœur Anne à Neuilly. Elle est seule, sans argent, mais déterminée. Elle chante dans les cabarets de la rive gauche, le tabou, la méthode, chez Moineau. Sa voix grave, sensuelle, avec un vibrato slave hérité de sa grand-mère en sorcelle. Elle interprète des chansons yéyé, mais aussi du folklore russe, des airs tziganes appris d'un vieux violoniste géorgien. En 1962, elle rencontre Daniel Gérard, un jeune auteur-compositeur qui lui écrit « Les vendanges de l'amour ». Paroles simples, mélodie entêtante. Elle enregistre le 45 tours chez Festival. Personne n'y croit. Et pourtant, 1 million d'exemplaires vendus en 3 mois. La France entière fredonne. Viens, viens, mon amour, cueillir avec moi les vendanges de l'amour. Marie, en robe blanche, cheveux au vent dans les vignes de Châteauneuf-du-Pape, devient la fille aux yeux d'or.
Les plateaux télé se l'arrachent, Âge tendre et tête de bois, Discorama, Télédimanche. Elle refuse les avances des producteurs, dort 3 heures par nuit, élève ses enfants entre 2 tournées. En 1964, elle triomphe avec La tendresse, une ballade déchirante écrite par Noël Roux. La tendresse, c'est comme un oiseau. Numéro 1 pendant 6 semaines. Elle divorce de Rousseau, libre enfin. Le cinéma l'appelle dès 1960. Elle avait tourné dans Plein soleil, de René Clément, aux côtés d'Alain Delon. Elle y jouait Marge, la fiancée américaine, avec un accent parfait appris en 3 semaines avec un coach de la BBC. Delon, fasciné, dira plus tard. Elle avait des yeux dans lesquels on pouvait se noyer. Et une voix qui vous transperçait. Le film est un chef-d'œuvre. Marie y est lumineuse, insouciante, tragique. Mais c'est en 1964 que sa carrière explose avec À cause d'une femme, de Michel Deville, où elle incarne une jeune femme fatale, mystérieuse, entre Delon et Belmondo. Le film est un succès critique et public. Elle enchaîne Sans briques et des tuiles, 1965, avec Jean Gabin, où elle joue une nièce espiègle. Marie-Chantal contre Dr K, 1965, de Claude Chabrol, où elle est une espionne en trench coat rose, courant dans Paris avec une mallette pleine de secrets. Elle tourne aussi à l'étranger, The Girl and the General, 1967, en Italie avec Virna Lisi, The Camp Followers, 1965, avec Anna Karina. Elle est partout. Mais elle choisit ses rôles. Elle refuse Belle de jour, de Buñuel, le rôle ira à Catherine Deneuve. Elle préfère les personnages libres, ambigus, tourmentés. En 1966, elle épouse Judah Azuelo, un homme d'affaires marocain, juif séfarade, élégant et cultivé. Il s'installe à Genève. Une fille naît, Déborah en 1969. Marie ralentit le rythme. Elle veut être mère. Elle veut respirer. Mais la musique la rattrape. En 1969, elle enregistre Yvan, Boris et moi, une chanson pop-folk sur la guerre du Vietnam, écrite par Édith Piaf juste avant sa mort. Le disque est censuré en France. Elle le sort en Italie. Succès mondial. Elle part en tournée en URSS, où elle chante devant Brejnev, au Japon, où elle enregistre un album en japonais, en Amérique latine, où elle est accueillie comme une déesse. Elle chante en russe, en espagnol, en italien, en hébreu. Elle est une star planétaire. En 1972, elle divorce d'Azuelo. Elle est seule à nouveau. Elle achète une ferme en Suisse normande, élève des chèvres, cultive des roses. Elle disparaît des écrans pendant 3 ans. Les rumeurs. Dépression? Burn-out? Non. Elle lit Dostoïevski en russe, apprend le grec ancien, médite dans un monastère bouddhiste au Népal. Elle devient bouddhiste zen. 1978, le retour. Elle enregistre Il a neigé sur Yesterday, une chanson sur la mort de Karen Carpenter, écrite par Michel Legrand. Voix brisée, larmes dans les yeux. Le public pleure avec elle. Elle remonte sur scène au Casino de Paris. Elle joue La femme d'affaires au théâtre, une comédie où elle incarne une PDG impitoyable. Succès. Elle divorce encore, épouse Pierre Meyer, un banquier genevois discret. Ils adoptent une petite Vietnamienne, Ève. Marie a 4 enfants. Elle est heureuse. Elle est fatiguée. En 1983, elle arrête la chanson. Elle ouvre une galerie d'art à Genève. Elle expose des peintres russes, des sculpteurs africains, des calligraphes japonais. Elle voyage Inde, Tibet, Mongolie, Pérou. Elle écrit des poèmes, jamais publiés. En 1994, elle accepte une interview vérité à la télévision suisse. Elle parle du viol. Elle parle de la guerre. Elle parle de ses enfants. Elle pleure. La France redécouvre la fille aux yeux d'or, mais plus forte, plus sage. En 2000, elle revient au cinéma dans Tontaine et Tonton, une comédie douce amère. Elle a 61 ans. Elle est toujours belle. En 2005, elle perd sa mère. Elle s'isole. Elle refuse les hommages. Elle vit recluse dans sa ferme, entourée de chiens, de livres, de silence. En 2010, un cancer du sein. Elle se bat. Elle gagne. En 2015, elle perd sa fille Lisa, emportée par une overdose à 57 ans. Elle ne parle plus. Elle écrit un livre, mais silence sont des mots, jamais publiés. Le 2 novembre 2019, à 80 ans, elle s'éteint dans sa maison de Genève, entourée de ses enfants Déborah et Ève, et de ses petits-enfants. Pas de communiqué. Pas de funérailles publiques. Juste un communiqué laconique.
Marie de Laforêt s'est éteinte paisiblement. La France apprend la nouvelle le lendemain. Les chaînes repassent les vendanges de l'amour en boucle. Les gens pleurent dans la rue. Catherine Deneuve, en larmes à la télé. Elle était la lumière. Moi, j'étais l'ombre. Alain Delon, voix brisée. Elle m'a appris à regarder. Guy Béard, dans une archive. Elle chantait comme on respire. Marie de Laforêt laisse derrière elle plus de 40 albums, 25 films, 4 enfants, 9 petits-enfants, une galerie d'art, des poèmes inédits et une légende. Elle n'a jamais voulu être une icône. Elle voulait être libre. Elle l'a été. Jusqu'au bout. Ses yeux d'or se sont fermés, mais ils brillent encore dans chaque refrain, dans chaque regard de femme qui refuse le silence. Elle n'est pas morte. Elle est devenue vent, vigne, vendange, neige sur Yesterday. Elle est devenue éternité.